Merci Erwan, merci à vous toutes et à vous tous d'être là ici en présentiel à la Charité-sur-Loire et au Festival des idées pour notre séminaire Écologie ou barbarie. Merci au Festival des idées de son accueil. Merci Guillaume, merci Christian. D'accueillir donc notre jeune think tank, l'Institut Cité écologique qui participe au off du Festival des idées en partenariat avec Erwan Lecoeur. Et merci à tous nos Zoomers qui sont fidèles à nos rencontres du samedi matin. Alors, un très grand merci à Clémentine Autain et Johan Chapoutot, que je montre qui sont à côté de moi. Ah. Qui auront tout à l'heure la caméra et le micro. Et un grand merci de nous consacrer donc un peu de votre temps précieux ce matin pour un débat fondamental pour la res publica, qui fait partie des priorités de notre think tank et qui, depuis 2023, a pour objet un cycle de séminaires qui cherche à confronter la lutte politique, citoyenne, syndicale et plus largement philosophique pour l'avènement de la société écologique avec les différentes expressions de la montée des obscurantismes, des nationalismes et des extrêmes droites en France, en Europe et dans le monde, malheureusement. Donc, depuis 2023, nous sommes chaque jour davantage dans l'actualité. La reconfiguration du champ politique dessine de plus en plus nettement les contours de la sphère réactionnaire et néolibérale, pendant que monte en face l'exigence d'unité du peuple de gauche écologiste. Chacun des cycles de réflexion fait l'objet d'un numéro de notre revue Propos, que vous pourrez vous procurer à l'excellente librairie qui est derrière nous, que je remercie bien sûr, qui est éditée par les Petits Matins. Et ce débat d'aujourd'hui clôturera notre cycle et fera l'objet donc du numéro 6 de notre revue qui sortira cet été. Nous avons déjà rassemblé pour ce faire, dans ce combat commun, un grand nombre de personnalités éminentes, dont une partie sont évidemment là, autour des thèmes, des médias, autour de la violence, de la contre-violence, de la criminalisation de l'écologie, des ressources et du vivant, face au colonialisme, du productivisme et de l'obsolescence programmée, du bouleversement du droit et de la Constitution. C'est un de nos thèmes de prédilection, car oui, notre objectif, est de contribuer à bâtir cette société écologique dont de larges pans restent à découvrir. Nous voulons contribuer, après la République politique, après la République sociale, à faire émerger la République écologique. Et ce matin, justement, c'est notre sujet, puisque res publica, la chose publique, avec la chose publique, nous en revenons à nos fondamentaux. Il n'a jamais été plus urgent et nécessaire de reconstituer cette chose publique, réinventer le bien commun, refonder l'intérêt général pour redonner à chacun de nos concitoyens la dignité en lieu et place de la désespérance qui s'installe et du ressentiment qui nourrissent l'adhésion à tous les populismes. Je vais donc passer la parole à Johan Chapoutot, qui va poser en historien spécialiste du nazisme tous les ingrédients qu'il a identifiés pour tenter de nous éviter à tous d'être à nouveau des irresponsables et revenir d'un point de vue économique, politique et sociétal notamment sur les dangers que l'Allemagne des années 1930
n'a pas su éviter. Son ouvrage, vous le trouverez aussi à la librairie, à la Charité-sur-Loire et à Paris dans toutes les meilleures librairies. Les Irresponsables. Le titre entier, c'est Qui a porté Hitler au pouvoir? Puis Clémentine Autain, députée de Seine-Saint-Denis et fondatrice du mouvement L'Après, l'Association pour une République écologique et sociale, reviendra, selon les termes de son dernier livre, L'avenir de l'esprit public, sur ses pro... C'est l'esprit public, pardon. Sur ses propositions pour relancer la dynamique de l'égalité et bâtir les réponses nouvelles, comme celle en tout cas que j'ai retenue, la sécurité sociale de l'alimentation ou le ticket climat, pour répondre aux exigences d'une société contemporaine et aux besoins des citoyens, de la planète et du vivant. Ensuite, nous aurons un temps d'échange et Erwan Lecoeur proposera une conclusion sous forme de synthèse ouverte. Donc, voilà, nous avons, et désolé un peu pour les questions techniques, un double débat ce matin en Zoom et en présentiel, comme on dit. Euh, on va essayer effectivement, comme la salle résonne pas mal, d'éviter d'échanger. Et pour que les propos soient clairs, je passe tout de suite donc la parole et la caméra à Johan Chapoutot. Merci encore. Je sais pas si vous il faut être près de... Faut être prêt. Oui. Ça marche. Bon. Je crois que t'es un petit peu. Oui, mais c'est toi qui parles là pour l'instant. Bon, Vas-y, alors, on peut vas-y, pas vas-y. tous les deux alors. Ok, On va se passer la caméra. parfait. Bien, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence. Je vais commencer par souligner peut-être. Vous entendez pas? Je vais commencer par souligner peut-être l'importance de se pencher sur le cas de l'Allemagne dans les années 30. Non pas parce que je serais un forcené de la comparaison avec les années 30, je m'en explique dans le livre en disant que généralement cette comparaison est mal pensée, mal fondée, mal conceptualisée, et que l'idée un petit peu banale d'un retour des années 30 est à la fois fausse et désespérante. Fausse parce que de fait, il y a des périodes qui sont plus pertinente pour une comparaison avec le monde contemporain. Je pense notamment à la fin du 19e siècle, les années 1880-1900, avec une mondialisation pas très heureuse, avec une remise en cause de la démocratie, avec une montée en puissance du racisme, l'antisémitisme, une forte contestation du parlementarisme, une corruption généralisée, etc., s'offre beaucoup plus à la comparaison et désespérante parce que l'idée d'un retour est une idée qui appartient aux sciences naturelles et non pas aux sciences de l'homme ou aux sciences humaines. L'idée d'un retour implique l'inéluctabilité, le caractère inexorable d'un phénomène naturel qui reviendrait, comme le cycle des saisons, le retour de la marée, etc., etc. Alors que là, on a affaire à quelque chose d'humain trop humain. En l'occurrence, on a affaire à des acteurs politiques et sociaux qui avaient à la fois une logique et une pragmatique, c'est-à-dire qu'ils avaient une tactique, des intérêts à défendre, et ils ont pris des décisions qui se sont révélées funestes et dont ils pouvaient eux-mêmes déjà estimer qu'ils étaient funestes. En l'occurrence, s'allier avec l'extrême droite n'était pas une idée extraordinairement pertinente, mais de fait, ces acteurs-là, je pense à l'extrême centre allemand de 1932, ces libéraux autoritaires qui avaient à défendre des intérêts sociaux et économiques particuliers, des intérêts fiscaux également, ont trouvé pertinent, idoine de s'allier avec l'extrême droite, à un moment d'ailleurs où l'extrême droite, c'est une différence d'ailleurs avec notre contemporanéité, où l'extrême droite était en déperdition, puisque les nazis, contrairement à ce que l'on entend parfois, s'effondrent littéralement dans les urnes à l'automne 1932. Donc la comparaison, moi j'y suis venu, non pas par mon propre mouvement, mais tout simplement parce que il y a une demande sociale d'explicitation, une demande sociale d'élucidation. On parle beaucoup des années 30, et par ailleurs, chez les acteurs politiques contemporains, il y a des gens pour qui la référence aux années 30 est une référence immédiate, améliorative, valorisante, et je pense à l'extrême droite qui, dans ses bas-fonds, mais pas que dans ses bas-fonds, hein, ça
émergent à la surface des réseaux sociaux des candidats du RN assez régulièrement, ou des conseillers parlementaires de Marine Le Pen ou des amis proches. Je pense à Madame Caroline Parmentier et aux révélations qui l'ont touché ces derniers temps. La référence au fascisme italien et au nazisme allemand, la référence à Vichy, est une référence méliorative. On a une proche amie et collaboratrice, c'est le cas de le dire, de Madame Le Pen, qui estime que le maréchal Pétain est un héros national. Voilà. Donc de fait, la comparaison s'impose à l'historien, malgré qu'il en est, en l'occurrence, un peu à son corps défendant, parce que de fait, la référence aux années 30 est présente chez certains acteurs politiques. Alors, à l'extrême droite, c'est très clair. Ils s'en défendent parfois maladroitement en public, parce que c'est vrai que la référence au nazisme peut paraître un petit peu piquante et un petit peu abrasive, mais de fait, elle est bien présente, puisque ces extrêmes droites-là, le fascisme, le nazisme, Vichy, et le franquisme aussi, sont des extrêmes droites qui ont réussi. Et qui ont réussi, et ô combien, hein, par leur réalisation, et puis par leur durée parfois, si on pense au salazarisme au Portugal et au franquisme en Espagne. Donc la comparaison s'impose puisqu'on a des demandes d'élucidation et d'explicitation, et de fait, présence d'un très fort lectorat, d'un très fort auditoire, lorsque je parle de ces sujets-là, montre qu'il y a une demande sociale de culture et de conceptualisation de cette période. Ensuite, pour les questions qui nous concernent particulièrement ici, puisqu'on parle d'écologie, la référence à l'Allemagne des années 30 est d'autant plus pertinente que, et ça c'est une des thèses que je défends avec quelques autres historiens, on peut lire et on peut voir le nazisme comme à la fois le paradigme et le paroxysme de l'Anthropocène, et d'un Anthropocène déjà extrême et finissant. On ne peut comprendre le nazisme si on ne voit pas sa dimension ouvertement coloniale et colonisatrice. Les nazis concevaient leur conquête de l'Europe et de l'Est de l'Europe dans des catégories des empires coloniaux contemporains, britanniques, français. Ils convoquaient ces exemples comme étant des modèles à suivre, et par ailleurs, ils exaltaient le modèle américain de génocide de la population autochtone, de mise en esclavage de millions de personnes, et puis, après l'abolition de l'esclavage, d'une ségrégation stricte. Les lois de Nuremberg sont directement dérivées, copiées des lois Jim Crow post-1865 aux États-Unis. Donc, le nazisme est un colonialisme, ouvertement. D'ailleurs, dans les noms qu'ils donnaient à leurs administrations, la référence était immédiate, puisqu'on parle de protectorat en Pologne, on parle de, pardon, pas en Pologne, en Bohème-Moravie. Le Reichsprotektorat, c'est pas de l'allemand, c'est du français, administratif, traduit, enfin, ou adapté à l'allemand. On parle de gouvernement général, un général, gouvernement en Pologne, ça aussi, c'est de la langue administrative colonisatrice française. Bref, la référence est bien présente. Et petite pensée au passage pour Jean-Michel Apathy qui s'est vu descendu en flammes sur les plateaux alors qu'il disait l'évidence. Il disait l'évidence. Les nazis ouvertement se réclamaient de la violence coloniale prédatrice et exterminatrice. Donc, il faut convoquer dès lors des catégories qui sont les nôtres aujourd'hui, les catégories des sciences sociales critiques, de l'histoire, de la géographie, qui s'intéressent à la colonisation et à l'écologie, les catégories de prédation, d'extraction, d'extermination. Tout cela est parfaitement lisible à l'œil nu, si vous voulez, dans le phénomène nazi, qui nous donne une indication de ce que les extrêmes droites contemporaines veulent faire, disent faire et sont en train de faire. De ce point de vue-là, on peut rendre grâce au président Trump, qui est totalement dépourvu de surmoi, comme on le sait, et qui dit les choses très clairement dans la nudité imbécile d'une idiotie congénitale, en fait, une idiotie au sens propre, c'est-à-dire que, au sens étymologique du terme, c'est quelqu'un qui se confond totalement avec lui-même et qui va dire quel est son désir et quel est le désir de sa classe, des lobbies qui le soutiennent, des gens qui le financent. Ce désir-là, c'est un désir, au fond, de retour au XIXe siècle. C'est là aussi très explicite dans le discours trumpien, la référence au Gilded Age, la référence à cette fin du XIXe siècle qui voyait un espace mondial qui n'était pas régulé encore par le droit international post-1919 et post-1945 et qui offrait le monde, au fond, comme une zone franche de prédation et d'extraction ad libitum pour des puissances coloniales, capitalistes, qui considéraient
la quasi-totalité du monde comme une terra nullius. Je reprends ce terme qui est celui des colonisateurs, qui est le terme du droit international depuis le XVIIIe siècle. La terra nullius, c'est la terre qui n'appartient à personne et qui est donc libre de droit et libre d'être objet de prédation, d'extraction, de dévastation, de destruction. C'est bien ce qui se joue en ce moment aux États-Unis, là encore à l'œil nu, de manière parfaitement explicite et parfaitement dite ouvertement par Trump et ses acolytes. Je pense à ceux qui le financent, alors à Eclipse pour Elon Musk, mais de manière beaucoup plus soutenue pour des gens comme Peter Thiel, qui disent clairement, Mark Zuckerberg désormais, qui s'est révélé viriliste, masculiniste, c'est d'ailleurs émouvant d'ailleurs de le voir, de voir cette conversion, bref. Euh, ces gens-là ont acté, parce qu'ils ne sont pas fous, les nazis n'étaient pas non plus, ils savaient lire des courbes, ils savaient lire des graphiques. C'est-à-dire qu'à partir de 1943, ils savent que la guerre est perdue, mais jusqu'au plus haut niveau, jusqu'à Hitler. Ensuite, ils rentrent dans une autre logique, qui est une logique de dévastation et de création d'un mythe transhistorique par un suicide général, un crépuscule des dieux parfaitement mis en scène de leur point de vue. Mais du côté de l'extrême droite américaine contemporaine, on a des gens qui savent très bien ce qui est en train de se passer, qui s'y préparent eux-mêmes, mais qui s'y préparent dans une logique de sécession et de dissociation sociale. Mark Zuckerberg a fait construire un charmant petit bunker à Hawaï de 5000 mètres carrés, souterrain, sécurisé, pour faire face à ce qui vient. Peter Thiel fantasme depuis plus d'une décennie la création d'îles flottantes, totalement décontinentalisées, parfaitement libertariennes, qui serviraient de refuge ultime pour des milliardaires qui fuiraient des continents livrés à la dévastation, aux incendies, aux guerres civiles. Et évidemment, vous avez l'échappée belle ultime, spatiale, avec le fantasme de la conquête de Mars, dans une logique parfaitement social-darwiniste, qui consiste à dire que la quasi-totalité de l'humanité va périr, mais ça, c'est pas grave, puisque c'est assumé depuis la fin du 19e siècle par les darwinistes sociaux, qui estiment qu'il y a une petite élite génétique. Vous voyez la récurrence d'ailleurs du terme de gène, de sang, d'héritage, de naissance, etc., dans le discours trumpien. Il a dit récemment que ses enfants étaient nés smart, je cite. Bon, quand vous voyez les enfants en question, bon, bref, se dit que, voilà. Mais en tout cas, c'est une idéologie qui, très clairement, depuis la fin du 19e siècle, encouragée par le capitalisme et le colonialisme, lie très clairement racisme, déterminisme biologique et darwinisme social dans une séparation qui est à la fois une séparation raciale. Vous avez les sous-races qui sont vouées à l'extinction, ça c'est très clair, mais au sein même de la race élue, alors race blanche ou race aryenne ou race germanique ou race indo-germanique nordique, peu importe les termes, il y a également une ligne de partage entre ceux qui valent quelque chose du point de vue génétique et ceux qui ne valent rien. Les nazis étaient très clairs de ce point de vue-là, et n'oubliez pas que les premières victimes du premier assassinat de masse nazi, ce sont des Allemands. En l'occurrence, dans le cadre de l'opération T4, vous avez 200 000 morts, 200 000 mises à mort, 200 000 assassinats à partir de l'automne 1939 d'une substance biologique dégénérée, je reprends le terme de l'époque, de vie indigne d'être vécue, là aussi terme de l'époque, mais qui est tout à fait transposable au langage d'un Musk, d'un Peter Thiel ou d'un Zuckerberg ou d'un Trump, etc., qui résonnent dans les mêmes catégories. Donc, du point de vue écologique, c'est parfaitement assumé qu'il y a une catastrophe en cours, ils le savent, que eux vont s'en sortir et que le reste, par logique social-darwiniste, va être voué à l'extinction. Ce monde-là, ces catégories mentales-là, étaient déjà celles des nazis dans les années 30. D'où l'intérêt, encore une fois, de s'intéresser très précisément à leur univers mental et aux décisions politiques qu'ils ont pu prendre à l'échelle d'un continent. Mon ami et collègue Timothy Snyder a fait un livre qui s'appelle Terre Noire, Black Earth, il y a quelques années, où il parle clairement de panique écologique. Les nazis investissent le monde et le continent européen à partir d'un substrat ou d'un univers mental qui est celui d'une panique écologique dont les termes sont légèrement différents des nôtres aujourd'hui, puisqu'il n'y avait pas l'idée d'une extinction et d'une dévastation qui était en cours, mais l'idée était qu'il y avait une disproportion entre la valeur, la puissance, la force et la masse de la race germanique et l'exiguïté du territoire que l'histoire et le droit international avaient alloué à cette race. Et donc ce territoire était insuffisant. Dès lors, il fallait conquérir
ce que nous traduisons par espace vital, mais que les nazis appelaient biotope. Et biotope. Donc, j'ai voulu resituer donc l'intérêt de cette référence aux années 30, mais une référence pour le coup qui soit informée, nourrie par les catégories des historiennes et des historiens, nourrie par l'historiographie, nourrie également par la lecture des sources et non pas à la volée comme ça, une couverture du Point sur le retour des années 30 qui donne lieu à un débat, enfin un débat entre guillemets, sur je ne sais quel plateau télé. Encore une fois, au terme de retour, hein, qui pour le coup ressorti aux sciences naturelles. Je préfère emprunter au philosophe Michael Fessel, qui avait fait un excellent livre sur 1938, le concept de récidive. Parce que là, pour le coup, quand on parle de récidive, et nous avons affaire aujourd'hui à des récidivistes, très clairement, c'est-à-dire un extrême centre qui fait alliance avec l'extrême droite, c'est très clair en France depuis 2017, je crois. Quand on parle de récidive, là, on mobilise un concept à la fois juridique et judiciaire qui identifie des acteurs, des responsabilités et des culpabilités. On ne vaticine pas une forme de retour métaphysique, vaseux et nébuleux, qui, en l'occurrence, n'a aucun sens en histoire, puisque, de fait, il n'y a pas de répétition en histoire, ni de fatalité. Deuxième intérêt, deuxième enseignement de ces années 30, c'est que, précisément, l'arrivée des nazis au pouvoir n'avait rien d'inéluctable, contrairement à tout ce que l'on entend un peu partout et à ce que l'on retrouve dans les manuels scolaires aujourd'hui. Alors moi, j'étais stupéfait en faisant la revue l'été dernier. J'ai des hobbies estivaux assez curieux, mais bon, parfois il faut en passer par là. Euh, on enseigne aujourd'hui que les nazis ont été élus, ils n'ont jamais gagné une élection, que Hitler a été élu, il n'a jamais été élu, et puis d'ailleurs, un chancelier n'est pas élu, il est nommé, etc., etc. Le contexte politique de l'Allemagne à la fin de 1932, c'est un contexte d'échec du parti nazi et de disparition du parti nazi, d'éclatement d'ailleurs. Il y a des scissions à la base, il y a des mutineries de SA, il y a des échappées belles de Gauleiter, et il y a une volonté de fracturation du parti, puisque la tactique d'Hitler, qui était d'exiger la chancellerie à tout prix, pardon, est en échec. Tous les acteurs politiques, allemands et étrangers, tous les observateurs politiques allemands et étrangers tablent sur ce fait que le parti nazi va disparaître d'ici quelques semaines ou maximum d'ici 1 ou 2 mois. Et c'est très clair. Et les nazis eux-mêmes le disent. Hitler le dit, Goebbels le dit. L'échec est total. Dès lors, on se retrouve face à un problème historique et politique assez intéressant, qui est que fin 1932, Hitler parle de se suicider, Goebbels dit que tout est fini et rentre en dépression, et 1 mois plus tard, Hitler est chancelier. Donc il s'est passé quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la dynamique politique. Remarquez au passage d'ailleurs que quand on parle de dynamique nazie, on utilise toujours des métaphores des sciences naturelles, hein. La poussée brune, comme s'il s'agissait de tectonique ou de géologie, la marée nazie, comme s'il s'agissait d'hydrographie ou d'océanographie. Non, encore une fois, on fait de l'histoire, on ne fait pas des sciences naturelles, on raisonne en contingence et on ne raisonne pas en nécessité. Et la contingence domine à tel point que le 30 janvier au matin, ce jour que les nazis ont célébré comme étant la Machtergreifung, la prise de pouvoir, comme s'ils avaient pris de malforce une forteresse, eh bien, le matin du 30 janvier, on ne sait toujours pas qui va être chancelier, on ne sait toujours pas si le gouvernement de coalition entre la droite et l'extrême droite va pouvoir être constitué, puisqu'il y a des désaccords et une violente dispute entre Hitler, chancelier pressenti, et Hugenberg, le Bolloré de l'époque, le mania des médias, qui rentre au gouvernement mais qui n'est pas d'accord avec la dissolution du Reichstag, etc., à telle enseigne qu'il faut vraiment un acte d'autorité du secrétaire général de la présidence du Reich, le colère de l'époque, hein, le docteur Meissner, pour dire, messieurs, le président du Reich attend la prestation de serment, vous avez déjà un quart d'heure de retard. On ne fait pas attendre le général Feldmarschall. L'énoncé de ce titre, évidemment, tout le monde se met au garde à vous, serait dit, et va vite prêter serment. Donc ça s'est joué à ce genre de choses qui sont extrêmement contingentes et qui n'ont rien à voir avec la nécessité, l'inéluctabilité que l'on veut bien nous vendre régulièrement, puisque, souvenez-vous, en juin dernier, la quasi-totalité des instituts de sondage donnaient, un, la victoire de l'extrême droite, deux, potentiellement, la majorité absolue pour l'extrême droite. Là, c'est vraiment une école de la résignation, de la fatalité et du fatalisme qui n'a rien à voir ni avec la politique, ni avec l'histoire, ni avec l'histoire politique. Et j'insiste là-dessus, ce moment 32-33 qui est généralement convoqué comme étant le paradigme de la nécessité de l'inéluctabilité en histoire est tout le contraire.
C'est-à-dire que lorsque vous regardez précisément le déroulé semaine par semaine, voire jour par jour de l'actualité politique, vous vous rendez compte que les nazis sont tout sauf aux portes du pouvoir et tout sauf promis à exercer le pouvoir. Je pourrais longuement développer, mais ce n'est pas la question ici. Alors, comment être responsable, puisque c'est la question que tu posais, Claire. Premièrement, la responsabilité pèse à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, sur ceux qui ont les moyens de gouverner, qui ont la signature, qui ont le pouvoir exécutif de signer des décrets, de signer des ordonnances et de mobiliser les moyens de l'État pour des politiques publiques. Ceux qui sont au pouvoir, ce sont en 1932 des libéraux autoritaires, et j'insiste sur ce terme puisque c'est un terme qui a été forgé en 1932 par un juriste allemand pour désigner précisément ce que faisait le chancelier von Papen. Une politique de libéralisme autoritaire, c'est une politique pro-patronat, pro-business, dirait-on aujourd'hui. Et les paroles de l'époque sont étonnamment proches de celles d'aujourd'hui. Hein. J'avais fait le test avec mes étudiants à la Sorbonne en leur donnant des discours de von Papen anonymisés, non datés, en leur demandant qui avait tenu ces propos sur la libre entreprise, sur le profit, sur la meilleure politique sociale, c'est la politique de l'emploi, etc. J'avais des réponses qui allaient de Gabriel Attal à Bruno Le Maire en passant par Emmanuel Macron. C'est le même discours. Voilà. Et ce libéralisme pro-patronat, il s'inscrit dans une logique autoritaire de déconstruction de la démocratie, puisque dès le printemps 1930, il faut revenir 3 ans avant l'arrivée des nazis au pouvoir, qui auront la partie très facile, puisque 3 ans auparavant, l'entourage présidentiel autour de Hindenburg a décidé deux choses. Un, on ne respecte plus la démocratie parlementaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas nommer chancelier quelqu'un qui est issu de la majorité, fût-elle relative, la majorité du Parlement, ce qui évoque peut-être certains souvenirs récents. Donc ça, c'est très dangereux, hein, parce que ensuite, allez motiver les gens pour voter. Hein, parce que vous, clairement, vous posez que vous ne tiendrez plus compte des élections, puisque vous allez nommer un gouvernement qui va gouverner à coup de 48-2. À l'époque, c'était à une décimale, à une unité près, en dessous du 49-3, mais c'est la même logique. Hein. Je rappelle que notre constitution de 58, 4 octobre, est directement dérivée de la constitution de Weimar post-1930. C'est-à-dire telle qu'elle a été tordue par le présidentialisme d'Hindenburg, via René Capitan. Là aussi, on pourrait développer, mais nos malheurs contemporains et le fait que comment dire, un enfant capricieux peut disposer de tous les pouvoirs, en plus en compétences propres, alors que c'est des compétences partagées sous Weimar, eh bien, cette réalité-là que nous subissons, eh bien, elle est issue directement de l'histoire de la République de Weimar finissante avec ce viol de la Constitution parfaitement assumé à partir du printemps 1930. Première décision, on ne respecte plus le résultat des élections. Deuxième décision, on gouverne par ordonnance présidentielle, article 48.2 à l'époque, et donc on accoutume les Allemands au fait que le droit commun est désormais un droit d'exception permanent. Vous voyez tout le profit qu'en tire l'extrême droite ensuite lorsqu'elle arrive au pouvoir et qu'elle dit bah, écoutez, on ne va plus tenir compte du résultat des élections. Bah, ça tombe bien, ça fait 3 ans que c'est le cas. Donc les Allemands sont déjà habitués à ça. Et deuxièmement, le droit est désormais un droit d'exception permanent. On ne respecte plus les principes fondamentaux du droit. Vous voyez ce qui a été fait en France depuis au moins 2017. Je dis au moins parce qu'on peut remonter un petit peu plus haut. L'accumulation des états d'urgence, le non-respect des élections, c'est très dangereux. Donc, comment être responsable? Ben déjà, ne pas faire ça. Ou faire en sorte que ceux qui font ça s'en aillent. Deuxième enseignement peut-être, en termes de responsabilité, et c'est avec Malice Clémentine qui me le soufflait avant que l'on entre en séance, la question de la gauche, qui revient toujours, la question de l'union ou de la désunion de la gauche. Effectivement, le moment de la fin de la République de Weimar est toujours convoqué comme paradigme d'un échec d'une gauche qui était divisée. Alors ça, elle était divisée, on ne va pas dire le contraire, et elle avait de quoi être divisée. Hein. Le KPD, le Parti communiste allemand, est issu d'une scission du SPD, mais ça c'est normal, ça se passe partout comme ça, en France, en Italie. Une partie des partis socialistes adhère à la Troisième Internationale et se distingue des vieilles maisons, comme disait Léon Blum. Sauf qu'en Allemagne, dans un contexte de guerre civile quasi permanente jusqu'en 1923, ça se solde en centaines, voire en milliers de morts. Vous avez 160 morts communistes en janvier 1919 à Berlin, 1200 morts communistes en mars 1919 en Allemagne. Vous avez à nouveau 33 morts communistes le 1er mai 1929. Et à chaque fois, ce sont les sociodémocrates qui sont au pouvoir, qui tiennent la police, qui tiennent les préfectures, etc. Donc c'est vrai que le KPD a quelques raisons d'en vouloir aux sociodémocrates qui, par ailleurs, ont une politique dont le contretemps tient du prodige, si vous voulez. Lorsqu'on regarde très clairement ce que font les sociodémocrates à partir de 1930, ils sont toujours
à côté de la plaque. C'est absolument fascinant, mais jusqu'en juin 1933, puisque jusqu'en juin 1933, ils veulent s'adapter au nouveau pouvoir nazi. Ils disent, si, mais on peut coopérer, on peut s'intégrer. Ils votent une motion de confiance à Hitler le 17 mai 1933, quand même, hein. C'est-à-dire après déjà des centaines de morts, tout en disant interdisez le Parti communiste, vous avez raison, ce sont des éco-terroristes, des islamo-gauchistes, etc. Nous, non. Nous, non. Et ça donne raison Pasteur Niemöller lorsqu'il disait quand machin a été visé, j'ai pas bougé, quand truc a été visé, j'ai pas bougé, et quand moi j'ai été visé, personne n'a bougé parce qu'il n'y avait plus personne. Ben, les sociodémocrates, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils ont lâché en race campagne les communistes, qui, depuis un an, depuis le printemps 1932, avaient réalisé quand même que leur ligne classe contre classe et anti-social-démocrate était contestable face à la poussée nazie et qui avaient proposé non seulement une union à la base, mais une union au sommet, une véritable alliance contre les nazis. Et là, ce sont les sociodémocrates qui avaient refusé à partir du printemps 1932. Eh bien, les sociodémocrates ont, de fait, été grandement responsables. Et ça me fait de la peine de le dire parce que j'aime beaucoup la social-démocratie allemande, mais il faut dire que du point de vue programmatique, en termes économiques et sociaux, ils n'avaient plus aucune idée. Ils avaient approuvé la politique austéritaire de Brüning de manière active, parce qu'ils trouvaient que l'austérité, c'était bien, par exemple. Vous imaginez, un parti social-démocrate. Et, et jusque en juin, je vous disais, jusqu'en juin 1933, ils ont cultivé l'illusion que, en se distinguant des islamo-gauchistes, éco-terroristes, etc., de l'extrême gauche communiste, ils pouvaient sauver leur peau par un compromission avec Hitler, ce qui n'a pas été tout à fait le cas. Voilà quelques linéaments d'enseignement de cette période, avec un petit peu d'écologie dedans quand même. Bonjour à toutes et tous. D'abord, j'étais passionnée d'entendre Johan Chapoutot. Qu'est-ce que tu veux que je bouge un petit peu comme ça? Voilà. Et je voudrais vraiment le remercier à la fois pour les propos qu'il vient de tenir, mais pour l'ensemble du travail euh, extrêmement éclairant qui est le sien par ses interventions diverses et son dernier ouvrage qui effectivement m'a fait penser à Récidive dans euh, presque le choc que ça suscite, parce qu'on intuitivement on sent des choses, mais c'est pas pareil que de les voir étayées, re-racontées avec des sources et des éléments précis. Et il y a une dimension vertigineuse en réalité à cette situation. Donc vraiment merci et je suis très heureuse de dialoguer avec Johan. Alors moi je repartirai de l'intitulé euh, parce que écologie ou barbarie, faut que je parle plus fort. Euh, alors, pas de problème, je monte le son. Donc, je partirai de l'intitulé du débat que nous avons, écologie ou barbarie, parce qu'il est une référence qui est intéressante à tirer. C'est bien sûr socialisme ou barbarie, expression que l'on trouve sous la plume de Rosa Luxembourg en 1915 dans sa brochure La crise de la social-démocratie. Donc, c'est dire si on est bien dans le sujet. Et puis ensuite, il y a une revue aussi marxiste qui s'appelait Socialisme ou barbarie avec Castoriadis, Claude Lefort, et qui critiquait le capitalisme, mais aussi le stalinisme et le trotskisme. Donc, d'une certaine manière, l'expression, pour moi, elle porte une triple critique, une critique du capitalisme, une critique de la social-démocratie et une critique du stalinisme. Donc, moi, ça me va assez bien. Ça me va assez bien. Je voudrais démarrer par prendre les choses d'abord du côté de la barbarie, parce que quand on l'entend aujourd'hui, barbarie, on va se dire c'est l'extrême droite. En fait, c'est le fascisme. Et en fait, quand on tire le fil, c'est barbarie qualifie le système capitaliste. C'est en fait là où nous conduit l'accumulation capitaliste, c'est-à-dire un chaos. Donc, le récit qui lie capitalisme, progrès social et paix entre les peuples, qu'on nous sert quand même ad nauseam depuis un siècle, c'est ce récit-là que nous avons, à mon sens, à déconstruire.
Vraiment. John Rawls, un des philosophes du libéralisme, il nous expliquait qu'une société commerciale tend nécessairement vers la paix, et notamment parce qu'elle est apte, en fait, à satisfaire ses membres. Et, et donc, ça, pour moi, c'est très important de démanteler, enfin, de détricoter ce discours et de comprendre que la barbarie, elle est pourtant au fondement même du capitalisme, de l'accumulation primitive même, de la première phase du capitalisme qui s'est fabriquée sur le dos de l'esclavage et du colonialisme. Et de ce point de vue, les travaux de Thomas Piketty sont très importants parce que je trouve qu'ils démontrent extrêmement bien cette façon dont voilà, les détenteurs, les grands détenteurs de capitaux ont en fait tondu la laine sur le dos des peuples colonisés, esclavagisés. Bon, et aujourd'hui encore, chacun peut mesurer que le capitalisme ne permet pas de satisfaire les besoins de la population. Et je raconte souvent cette histoire parce que je la trouve très forte. Enfin, c'est pas une histoire, c'est un petit livre qu'avait écrit Keynes en 1929, qui était sa lettre aux petits-enfants, lettre à mes petits-enfants. Il n'a pas du tout peur à ce moment-là de la crise de 29. C'est-à-dire, il pense que c'est totalement passager, que ça va s'arrêter, que c'est un soubresaut, en fait. Hein. Et il croit, il défend l'idée que on va aller vers la fin de la rareté et qu'en 2030, il donne même une date, il dit en 2030, tout le monde aura accès aux besoins fondamentaux et ce sera, mais enfin, et c'est formidable puisque en gros, la logique productiviste va permettre de satisfaire les besoins de toute la population. Mais, et c'est là où c'est assez cocasse, il dit il y a quand même un problème et il voit donc le ver qui est dans le fruit parce qu'il dit le système capitaliste repose sur la motivation pécuniaire, en fait, le fait de rechercher de l'argent, de l'accumulation d'argent, et sur l'incapacité à jouir de plaisirs immédiats. Hein, c'est la logique, on veut toujours plus, donc on n'est jamais satisfait. C'est aussi le Petit Prince. Hein, vous connaissez dans Le Petit Prince, il y a la scène du milliardaire qui a acheté des étoiles. Et en fait, il n'est jamais satisfait. Et le Petit Prince lui demande, t'achètes des étoiles et après tu fais quoi? Bah, j'achèterai d'autres étoiles. Et pour faire quoi? Bah, pour avoir plus d'étoiles. Et en fait, c'est un puits sans fond et on comprend pas très bien à quel moment il est heureux avec ses étoiles, quoi. On préfère le Petit Prince avec sa rose. Et donc, il interroge de fait la moralité et le sens du capitalisme. Et quand on regarde le bilan aujourd'hui, je pense que vous le connaissez, mais il y a quelques éléments qu'on peut poster, et notamment le fait qu'en 2024, on a 300 millions de personnes qui sont confrontées à une situation de crise alimentaire. C'est complètement dingue, alors que on devrait être capable aujourd'hui d'alimenter correctement l'ensemble de la population. Et même en France, hein, on a 37% des Français qui disent avoir des problèmes pour payer leur nourriture. C'est énorme, absolument énorme. Et pendant ce temps-là, vous avez des capitaux qui sont toujours plus importants, des dividendes reversés aux actionnaires qui explosent. Et c'est un peu la logique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, la deuxième chose, c'est que, donc je disais d'abord, ça satisfait pas les besoins de la population, mais en plus, le développement du capitalisme, il conduit à des antagonismes entre les États, entre les peuples, parce qu'il s'agit de s'approprier les marchés. Donc, il y a une compétition, une concurrence, en fait, entre les États et les peuples. Et évidemment, aujourd'hui, les ressources naturelles, qui, elles, subissent bien la logique de la rareté. Et donc, comme il y a de la rareté, de plus en plus, on se met, enfin voilà, on rentre dans des logiques de guerre, dans des logiques impérialisme, pour essayer de tirer son épingle du jeu. Et enfin, le capitalisme, il est de manière cyclique confronté à des crises. C'est vraiment des crises en permanence, soit de surproduction, soit de surconsommation. Enfin, c'est la même chose, surproduction, surconsommation. Et quand il y a ça, à un moment donné, ça se passe comme dans les années 30, c'est qu'il y a aussi une crise d'hégémonie de ceux qui gouvernent ce système-là, des classes dominantes, et ça renforce l'antagonisme entre les classes sociales. Donc, ça produit aussi cet effet qui est un effet délétère du point de vue de l'apaisement, de la réduction des inégalités, mais aussi de l'apaisement des sociétés.
Donc, une réponse possible au chaos qui est généré par le capitalisme se trouve être l'avènement de régimes autoritaires et fascistes. C'est clair. Et d'ailleurs, question que je poserai bien à Johan après, je te pose une ou deux questions et ça permettra de faire débat. Moi, je pense qu'on peut utiliser aujourd'hui le terme de néofascisme par rapport à l'extrême droite. C'est un débat politique parce qu'on nous dit mais non mais le terme ça marche pas du tout, vous utilisez ce terme, les gens comprennent pas, quand ils votent extrême droite ils se sentent pas fascistes. Mais moi je crois vraiment que en fait l'extrême droite porte en germe le fascisme. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui dans son programme il est fasciste, ça ne veut pas dire que si demain matin immédiatement il instaure le fascisme, mais en fait toute sa colonne vertébrale, toute son idéologie conduit en fait à la fin à des formes fascistes extrêmement dangereuses. Et donc, d'une certaine manière, je me dis, le risque qu'on prendrait à laisser l'extrême droite arriver au pouvoir, on sait à peu près comment ça commence, mais en réalité, on ne sait pas comment ça finit. Et c'est ce que tu racontais, y compris sur Hitler. C'est ce suicide collectif à la fin qui repose sur, en fait, d'aller au bout du bout de la logique biologique, identitaire, excluante. À la fin, c'est quoi? Ça prend quelle forme? Et bien sûr que c'est grave. Et je dirais que en ce moment, on est aussi en train de le voir avec Netanyahou à Gaza. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que cette logique de haine autoritaire, elle porte en germe la capacité même à génocider un peuple. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie barbarie. Et donc si ensuite on revient à écologie ou barbarie, moi de ce fait, je dirais plutôt écosocialisme ou barbarie. Je vous étonne pas, je sais bien, mais peut-être ça peut faire partie de la discussion, parce que pour moi, pour barrer la route à l'issue néofasciste, à l'extrême droite, il faut une union des gauches et des écologistes, à la fois sur le fond et à la fois stratégique. Et j'insiste sur ces deux points parce que enfin, ça se nourrit l'un l'autre, mais c'est important de le dire. Donc, je commence d'abord par le fond. Pourquoi est-ce qu'il faut impérativement travailler une réponse qui allie le meilleur de la tradition le meilleur du mouvement de la tradition, non, le meilleur de la tradition du mouvement ouvrier, ça y est, j'allais dire ouvrière, il doit y avoir un truc, la tradition du mouvement ouvrier, donc le meilleur de la tradition de cette tradition et l'apport de l'écologie politique. Moi, celui qui m'a vraiment convaincue, et je le dis très souvent, je n'étonnerai peut-être personne ici pour ceux qui me connaissent, c'est vraiment André Gortz, parce que je crois que c'est celui qui a le mieux raconté, décrit, pensé cette articulation entre les logiques capitalistes, ce qu'elles font sur la nature, sur l'environnement, enfin l'écosystème. Ça me paraît fondamental parce qu'il décrit à quel point la logique productiviste est consubstantielle à la logique capitaliste. Il y a un lien ténu entre les deux. Il explique que le capital, pour s'accroître, il a deux leviers. Le premier levier, c'est celui de faire baisser les salaires. C'est assez simple. Donc sans arrêt, moins des salaires plus bas pour plus de profit. Mais il y a un deuxième levier, et ce deuxième levier, c'est de vous faire consommer tout et n'importe quoi, toujours plus, et de créer en fait des besoins qui sont des besoins artificiels pour permettre de satisfaire son appétit à lui du capital. Donc moi, je pense qu'il faut faire exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut, enfin c'est ce que je raconte dans mon livre, c'est-à-dire que le capitalisme a mis nos besoins au service du capital, de l'appareil productif, et nous, ce qu'on doit faire, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire mettre l'appareil productif au service de nos besoins. C'est pour moi vraiment l'axe majeur qui doit structurer un projet éco-socialiste et qui peut unir les gauches et les écologistes. Je ne vous fais pas le tableau de la catastrophe et du déjà là du point de vue du climat, du point de vue de la perte de biodiversité, de la pollution de l'air. J'épargne ici, je pense à celles et ceux qui nous regardent ça. Mais c'est quand même important de ne jamais le perdre de vue. Je veux dire, le 4 degrés, c'est plus une histoire en l'air. C'est quelque chose de très fort, de très construit. Et c'est pas inintéressant de voir d'ailleurs que la destruction de la recherche, des discours scientifiques par l'extrême droite, mais aussi par des néolibéraux,
est très intéressante parce qu'en fait, je pense qu'elle vise aussi à briser le thermomètre et la conscience du chaos dans lequel on est en train de se projeter, hein, d'un point de vue climatique, d'un point de vue de notre écosystème. Et la deuxième chose, c'est que le lien entre la folie dans laquelle on est d'un point de vue écolo et le rapport entre les riches et les pauvres, il est ténu, en fait. Il est total, j'ai envie de dire. Puisqu'on sait que la crise écologique impacte d'abord les plus pauvres et que ceux qui produisent tous ces dérèglements, ce sont d'abord les ultra-riches. 1% des plus riches émettent plus de CO2 que 5 milliards des plus pauvres, c'est-à-dire 66%. Il n'y a pas besoin de 50 chiffres. En un chiffre, on comprend très bien l'affaire qui est en train de se jouer. D'où l'enjeu d'une écologie populaire, qui est, à mon sens, tout à fait essentielle pour permettre d'articuler la question de la justice écologique et de faire en sorte que notre objectif soit l'écologie populaire et la justice écologique. Moi, je dirais que pour y arriver, il faut sortir l'écologie de la logique des modes de vie. Je pense que c'est l'entrée qui est souvent adoptée et je pense que c'est une entrée qui nous emmène dans le mur. Parce que par les modes de vie, il y a toujours l'idée qu'il y a un mode de vie, même si c'est le bobo, qui prend son vélo, etc., et qui veut bien faire. En réalité, la concurrence des modes de vie et la leçon sur les modes de vie, je pense que c'est une entrée qui nous emmène dans le mur. C'est pas que je pense pas qu'il faut qu'on change de mode de vie, que les choses soient claires, et tout le monde d'ailleurs, les riches d'abord, ce sont déjà par les riches. Je dis pas qu'il n'y a pas un enjeu de mode de vie, je dis que l'entrée par le mode de vie, à mon avis, est une impasse, et que ce qu'on a à trouver, c'est une perspective collective. C'est-à-dire comment on embarque toute la société dans un sens, en fait, une vision du changement qui donne de l'espoir commun et de la fierté collective à ce qu'on va réussir ensemble, c'est-à-dire à relever le défi qui est devant nous et on aura besoin de tout le monde et c'est pas simplement chacun chez lui avec son robinet et sa brosse à dents ou son barbecue, c'est tout le monde qui doit s'y mettre dans une entreprise qui est une entreprise collective. Ça a une implication très concrète sur les mesures en fait, les mesures, le discours qu'on a apporté. Et donc, moi, typiquement, je préfère qu'on pense, tu as fait référence, mais la sécurité sociale de l'alimentation comme un progrès collectif qui va permettre de transformer notre rapport à l'alimentation, de l'améliorer et aussi de donner de meilleures conditions de vie aux paysans et notamment aux paysans les plus vertueux. C'est ça qui est important. Donc, la sécurité sociale de l'alimentation, nouvelle branche de la sécurité sociale, carte vitale. On met en commun de l'argent et puis on a des comités par bassin de territoire qui flèchent les lieux où on peut acheter et consommer de la nourriture, qui est donc de la nourriture de préférence, puisque faisons confiance à la démocratie, on ira chercher des choses qui sont plus saines, moins dangereuses pour la santé, et donc on va alimenter des producteurs, des paysans, qui pourront ainsi vivre de leur travail en passant par-dessus la tête tous les intermédiaires qui se gavent, puisque les paysans ne touchent que 6% quand vous achetez de l'alimentation, c'est en moyenne 6% par rapport à eux, ils n'en touchent que 6%. Donc tout le reste, il faut quand même faire quelque chose. Mais c'est pareil sur les transports. Je pense qu'on a besoin d'investir dans le rail, de faire en sorte que le rail soit moins cher que l'avion, par exemple, d'investir dans les transports du quotidien, c'est-à-dire l'inverse de ce qui est en train d'être fait en ce moment. Je signale que le patron de la SNCF vient d'annoncer qu'il allait supprimer entre 4 000 et 10 000 kilomètres de rail sur les lignes de fine desserte, c'est-à-dire typiquement les lignes du quotidien, de proximité, et c'est dire le niveau de délire dans lequel on se trouve aujourd'hui. Sur le bâtiment, le logement, c'est pareil. Je pense qu'il faut un grand plan de rénovation thermique et pas demander à chacun individuellement comment il va se débrouiller, mais un plan, une sorte de plan Marshall pour permettre à la rénovation thermique d'avoir lieu. Et il faut viser le 100% renouvelable, qui est quand même quelque chose qui apparaît complètement dingue aujourd'hui. Mais enfin, dans les années 60, en fait, on aurait pu, avec le niveau de consommation à l'époque, ce qu'on produisait en énergie renouvelable suffisait pour vivre. Donc, j'entends bien qu'il y a un gap et qu'on ne va pas y arriver en 2 minutes, mais organiser dans le temps le fait qu'on arrive à du 100% renouvelable, pour moi, c'est l'objectif absolu que l'on doit avancer. Et tout ça contribue à améliorer le quotidien des Français. Mieux manger, mieux se loger,
y compris à baisser sa facture d'électricité, de ne pas installer la clim. C'est des choses qui peuvent devenir possibles avec la rénovation thermique, ou aussi en développant l'habitat collectif, participatif, qui correspond à des aspirations dans la jeunesse et qui peut aussi être des modes des façons de penser le logement de demain mieux adaptés aux économies d'énergie. Bon, je ne vais pas faire toute la liste de ce qu'on a à faire, mais c'est pour dire plutôt des mesures qui donnent à voir un projet qui fait envie, quoi, qui fait envie, qui va améliorer le quotidien, qui va donner du plaisir, davantage que le discours et les mesures qui sont celles de la contrainte, qui sont celles qui coupent du plaisir, en fait. Voilà, c'est un peu le parti pris dans lequel je suis. Et pour terminer, la question stratégique de l'union des gauches et des écologistes, qui me paraît indispensable face à la montée de la trumpisation du monde. Je vois pas comment on s'en sort sans ça. Alors, il n'y a pas de mort. Il y a des morts symboliques, mais il n'y a pas de mort physique. Il y a beaucoup de haine, beaucoup de difficultés à surmonter entre les différents courants des gauches et des écologistes, mais je ne crois pas aujourd'hui que sur le fond, ce soit irréconciliable. Je pense que sur le fond, il y a une base programmatique possible, solide, et en gardant des différences. Je veux dire, voilà, dans la gauche, il y a toujours eu un courant révolutionnaire, un courant d'adaptation réformiste. On peut allier des choses, mais après, il restera des sensibilités. Enfin, je veux dire, faut pas se raconter d'histoire. Mais je pense qu'aujourd'hui, sur le fond, il y a quelque chose de possible. Et on l'a réussi avec la NUPES, on l'a réussi avec le nouveau Front populaire. Je pense que c'est délirant, de renoncer en fait à cette perspective parce que nous sommes dans un moment grave et on est au bord du tragique quand même. On est au bord du tragique et ne pas avoir ce sursaut d'intelligence, de compréhension de l'époque pour dire maintenant on arrête les conneries, on se met autour d'une table et on y va. J'avoue que je trouve ça incroyable et d'ailleurs je ne suis pas la seule puisque 8 Français qui se disent de gauche sur 10 veulent l'union. Ça veut dire qu'ils ont extrêmement bien compris que si on ne fait pas cette union, en fait, on offre un tapis rouge à l'extrême droite et que ça, c'est notre responsabilité que de ne pas le faire. Merci à vous deux. Je vous propose que tu repasses la parole à la salle éventuellement. Johan, Claire, Johan, ou Johan répond? Non, oui, enfin, Vas-y, Johan. Je t'en prie. quelques points sur ce que vient de dire Clémentine et qui est comme toujours passionnant et très étayé, très charpenté. Je trouve qu'on a beaucoup de chance à gauche d'avoir on a beaucoup de chance à gauche d'avoir des personnalités politiques qui lisent et qui travaillent. Je pense pas qu'on puisse en dire autant dans la droite au sens large, hein, des macronistes jusqu'à l'extrême droite. Il semble pas que ce soit le festival de l'intelligence tous les jours dans le rapport aux sciences sociales, dans le rapport à la littérature, dans le rapport au travail intellectuel, comme dans les propositions qui sont faites et qui nous accablent très souvent par leur stupidité. On en a eu encore des exemples récents avec Bruno Retailleau et les énergies renouvelables. Mais bon, c'est un festival hein, depuis 2017. En tout cas, on assiste à quelque chose de l'ordre de la terratologie intellectuelle, hein, des monstruosités permanentes. On a l'impression que c'est un concours de propositions absurdes des macronistes jusqu'à l'extrême droite. À gauche, il y a quand même cette tradition de la lecture, de l'écriture, de la réflexion, du rapport aux sciences humaines et sociales, du rapport à l'écrit, qui signe clairement des personnalités politiques et intellectuelles différentes. Je pense que Clémentine en est un des excellents exemples par son travail, par les livres qu'elle a fait. J'ai repensé récemment en entendant parler du concept de démarchandisation qui a été adopté par certains au PS et il me semblait que on manque, voilà, on manquait de notes en bas de page parce que ton livre sur les supermarchés et les hypermarchés parlait précisément de ça. Et bon, il y a une forme de courtoisie intellectuelle chez les universitaires qui consiste à citer les gens qui, etc. Et là, ça n'a pas été le cas et j'ai été vexé pour toi, je dois dire. Parce qu'il me semble que, non, mais il me semble que c'était il y a 5 ans. Mais celui-là, c'est Oui. que ça aussi. Mais à nouveau, mais ça date déjà d'il y a quelques années, donc c'est pas très correct quand même. On peut rendre hommage à celles et ceux qui ont travaillé et pensé, non,
simplement par courtoisie intellectuelle et par précision, par précision. Euh, quand Clémentine dit qu'on est au bord du tragique, on est déjà en réalité dans le tragique du point de vue géoclimatique, hein. Là, tu as dit qu'on allait passer sur le bilan, mais quand on discute avec nos collègues de sciences géophysiques, ils ont passé le stade de, comment dire, de la peur. Ils sont entrés dans l'épouvante. Quand ils voient les graphes, quand ils voient les courbes, on en a eu quelques exemples récents, on en a d'autres un petit peu partout, ce qui entraîne par effet miroir un négationnisme climatique radical, très entretenu par les médias d'extrême droite, avec des contaminations parfois de proche en proche, hein, dans des médias qui imitent l'extrême droite, enfin les médias d'extrême droite. On est déjà dans ce tragique-là, ce qui, au fond, peut susciter une forme d'espoir en termes d'union de la gauche. En l'occurrence, cette scission ou cette différence de sensibilité entre adaptation et révolution que tu pointais, qui est effectivement structurante depuis la Révolution française, en réalité, hein, et bien exemplifiée par l'histoire de la gauche allemande, mais aussi de la gauche française. Au fond, cette scission-là, euh, elle est dépassable et dépassée, en réalité, puisque face à la catastrophe géoclimatique qui est déjà en cours, on a perdu 60% de biodiversité depuis une cinquantaine d'années. On a des phénomènes géoclimatiques extrêmes. Là, récemment, enfin hier au Texas, des inondations monstrueuses. Enfin, les phénomènes montent en intensité. C'est de la physique simple, hein, c'est de l'augmentation de la chaleur, augmentation de la vapeur, augmentation de l'énergie dans l'atmosphère, et donc ça se décharge de manière violente. Voilà, c'est pas très compliqué. Eh bien, face à cela, la différence entre adaptation et évolution, elle est déjà dépassée. Puisque face à ça, il y a une radicalité, c'est-à-dire il faut aller à la racine des choses pour changer nos modes de vie, mais alors sans culpabiliser les uns et les autres sur la paille et sur le tri sélectif ou sur la ZFE, etc., mais en pensant des solutions collectives macroéconomiques, macrosociales. C'est d'ailleurs l'honneur de la gauche que d'avoir toujours pensé en termes macro et non pas micro, en l'occurrence, pour changer réellement à la racine des modes de vie qui sont fondés sur la dévastation. Toute l'économie politique, qu'elle soit macro ou micro, depuis le XVIIIe siècle, part du principe, même depuis le XVIIe en réalité, part sur des fictions que tu rappelais, le doux commerce qui amène la paix, la prospérité, etc. Ça, c'est une blague, renforcée après 1945 et la victoire sur le nazisme, mais c'est faux. Par ailleurs, part d'un principe, d'une prémisse qui est fausse, qui est que les biens naturels sont à libre disposition, en quantité infinie, sans aucun coût pour personne. Et que dès lors, la prédation est libre de droit et que on peut fonder un modèle de croissance là-dessus. Alors c'est encore une fois les idées qui sont promues par les nazis actuels, hein, les Trumpistes, etc. Les milléistes également. Je lisais avant-hier que Milei veut supprimer les sciences sociales au Chili. Ouais. Ça va mieux comme ça, hein. Mais c'est logique de son point de vue. Moi, je serais à sa place, je ferais la même chose. En Argentine, oui, pardon, excusez-moi, pardon. En Argentine, supprimer les sciences sociales, mais c'est parfaitement logique de son point de vue. Euh, Puisque donc les sciences sociales montrent précisément par leur activité critique et leur activité de radicalité critique, parce qu'elles vont à chaque fois à la racine des choses, à la racine des phénomènes, que précisément l'Occident a pris depuis le XVIIe, XVIIIe siècle un chemin qui n'est visiblement pas le bon. Il y a des raisons métaphysiques à ça, il y a ensuite des intérêts politiques, sociaux et économiques pour tout cela, mais là, nous commençons à en payer très salement l'addition, sachant que nous, c'est-à-dire blancs, plutôt CSP favorisés, plutôt vivant en France et dans le nord de la France, on en paye moins l'addition que d'autres, situés différemment d'un point de vue géographique, d'un point de vue social, d'un point de vue de genre et d'un point de vue de revenu, hein. Donc nous, on souffre, mais alors très très peu par rapport à bien d'autres, et Clémentine l'a rappelé. Et parmi cette radicalité de pensée qui doit se traduire, parce qu'on n'a pas le choix en termes de radicalité politique, c'est-à-dire de volonté de changer profondément un rapport au monde, un rapport à l'espace, un rapport au temps, ce changement s'impose à nous parce que tout simplement on n'a pas le choix, on est embuté en ce moment sur les conséquences d'un mode de vie désastreux. Eh bien,
dans cette exploration de la radicalité, il y a le Petit Prince que tu citais Oui. tout à l'heure et qui me rappelle tout l'intérêt de faire de la philosophie et de faire de l'histoire, puisque ce que dit Saint-Exupéry, et c'est pas un hasard, puisqu'il est nourri d'humanité classique, hein, ce que dit Saint-Exupéry dans Le Petit Prince sur l'accumulation des étoiles, l'accumulation absurde et sans fin, c'est ce que disent les Grecs déjà, Aristote et Xénophon, lorsqu'ils distinguent l'économia, l'oikonomia, en l'occurrence la norme du foyer, de l'oikos, qui est comment dire, une manière d'administrer les biens à taille humaine et à échelle humaine pour continuer à vivre, continuer à se nourrir, ne pas trop endommager l'environnement immédiat, ne pas trop faire de mal à la société et nourrir ses enfants. Ça, c'est l'oikonomia qui a donné l'économie, mais ensuite le sens, hélas, en a changé. Ils opposent l'oikonomia, donc la gestion du foyer, dirait-on aujourd'hui, à la crématistique, qui, alors là, les crématas, c'est les richesses, c'est l'accumulation des richesses. La crématistique, c'est la science ou la théorie de l'accumulation des richesses. Et Xénophon et Aristote, dans l'éthique ou dans l'économique, pour Aristote, pour Xénophon, posent une question simple. Avoir deux paires de sandales, oui, il y en a une pour le quotidien et l'autre, bon, pour le rechange, très bien. Mais 20 000 paires de sandales, quelle est l'utilité dans un oikos d'avoir 20 000 paires de sandales? C'est ça la logique de l'accumulation et c'est ça, comment dire, la réfutation grecque de l'accumulation qui réfute l'infini. Bon, là aussi, il y a une raison métaphysique, c'est que le monde grec est un monde clos et non pas un univers infini comme nous avons, comme celui dans lequel on a basculé depuis le XVIIe siècle avec une nouvelle physique, une nouvelle astronomie qui, effectivement, a pu susciter des fantasmes d'accumulation indéfinie. Mais peut-être revenir à cette sagesse grecque qui est celle également de Saint-Exupéry du Petit Prince pour pointer tout simplement la logique, avant d'être néfaste, mortelle, dévastatrice et criminelle, la logique absurde de l'accumulation prédatrice, de l'extractivisme, etc. Voilà, quelques éléments de complément. Oui, sur le néofascisme, oui. Si tu étais d'accord. Mais oui, moi je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, ou voir fascisme tout simplement. J'ai des collègues aux États-Unis, alors qui sont un peu concernés par ce phénomène depuis 2016, puis la première élection de Trump. Robert Paxton, bien connu en France hein, pour son histoire de Vichy. Timothy Snyder, bien connu également puisqu'il est traduit pour ses travaux sur le nazisme et le nazisme à l'Est. Ces deux historiens étaient réticents envers l'emploi du terme de fascisme par, on va dire, par éthique scientifique, par prudence méthodologique et intellectuelle. Attention à ne pas dilater, attention à ne pas galvauder, etc. Mais avec la campagne de Trump permanente, en réalité, pendant ces 4 ans d'absence de la présidence, ils ont changé d'avis et ils le disent. Voilà, on peut et on doit parler de fascisme à propos de Donald Trump. C'est très clairement le cas. C'est un darwinisme social radical. Il y a ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. Citez quelqu'un que vous connaissez bien et qui participe, à mon avis, pleinement hein, de cette vision du monde-là, social-darwiniste, anti-écologiste, anti-féministe, raciste. Vraiment, on est gâté hein, depuis 2016, depuis 2017. Donc, le darwinisme social, l'extractivisme forcené radical, le bellicisme avec une- comment dire, une disposition assez immédiate à parler de guerre pour saisir des territoires, le Groenland ici, le Panama là, le Canada pourquoi pas, enfin avec une volonté annexionniste qui ne se cache pas, et ce renvoi des normes juridiques et éthiques et du droit international au royaume des fantasmes ou des enfantillages. Et ça, c'est un des mérites, encore une fois, de Trump, de nous dire clairement que dans un contexte de catastrophe écologique tel que nous le connaissons, d'extinction de la croissance, parce qu'ils ne sont pas fous eux non plus, ils ont compris que la croissance était terminée, hein, et qu'on était dans des tendances baissières ou stagnation, voire de décroissance. Quand on parle de décroissance, elle est là sans les décroissants, hein. Elle est déjà là, la décroissance par la matérialité même des choses. Eh bien, ils ont compris cela, et dans ce contexte-là, on ne peut extraire de la valeur, c'est-à-dire, encore une fois, des 10%, 15% exigés par les fonds d'investissement, exigés par les financiers, on ne peut extraire de la valeur à ces niveaux délirants que par une prédation accrue, accélérée, violente, prédation sur les corps,
On va extraire de la valeur ajoutée en épuisant les corps, en puisant dans les corps jusqu'à l'épuisement, et par la destruction totale, finale, d'une Terre dont, au fond, on estime pouvoir s'émanciper parce qu'on va prendre une fusée, aller sur Mars, c'est-à-dire sur la seule planète qui est insusceptible de terraformation, ce qui est une idée géniale et parfaitement logique. Vous voyez? Donc, oui, on a affaire à des fascistes, très clairement. Et je suis désolé, ils le disent eux aussi, très clairement. Les saluts nazis en mondovision, c'est pas des baisers adressés à la foule ou des coucous à leur maman, hein. C'est vraiment des saluts nazis. Parce que, encore une fois, je le disais tout à l'heure, la référence aux années 30 chez eux, elle est méliorative, elle est positive. Ce sont les fascistes qui ont réussi. Et donc, il faut les imiter. Merci. Hop, merci beaucoup, Johan. Claire, je te laisse gérer la prise de parole de nos... Ce que je vous propose, c'est un petit temps d'échange et de questions. J'imagine que l'intensité, la densité des présentations ont suscité chez vous des envies de précision, de débat. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous apporter le... Ah, d'accord. Ok, donc vous allez avoir le téléphone pour vous exprimer. Vous allez pouvoir parler au téléphone. Merci. D'accord. Oui. Bien. Je vais d'abord dire que je partage à peu près tout ce que Clémentine a dit. L'historien, pour rappeler Johan, a dit. Mais je vais être volontairement provocateur. Bon, d'abord, d'où je parle. Bon, je suis un local, j'habite à 25 km d'ici, dans le Cher. Je suis un militant plutôt écolo. Je suis notamment beaucoup investi dans Bassine Non Merci. Par ailleurs, je suis militant de la même organisation que Clémentine, Alliance pour la République écologique et sociale, depuis le Congrès. Mais ce dont je voudrais parler, c'est de cette question de la ruralité et combien, vous savez, au moment dit les Gilets jaunes, à un moment donné, il était dit fin du monde, fin de mois. Je vais être caricatural. Dans la ruralité, fin du monde, c'est les écolos, fin de mois, c'est le Rassemblement national. Et il y a qu'à moi du village, 45% de votre Rassemblement national. Ça fait drôle au moment d'une élection quand on se dit, mais alors lui, non, c'est quand même pas possible. Bon. Mais ça va jusqu'à 60% dans certains villages. L'organisateur d'ici, Christian Paul, était député dans la circonscription de Mitterrand. Il a été battu, là, en juin, par le Rassemblement national. Dans la circonscription de Mitterrand, vous avez un député du Rassemblement national. Alors, donc, totalement d'accord avec ce que vous avez dit, mais il faut aussi réfléchir à comment s'adresser à ces gens-là. Ce n'est pas des fachos. Alors là, pour une fois, je suis d'accord avec Mélenchon. Ce n'est pas des fachos. Mais quelle est une des raisons? Si on prend par exemple le problème des Gilets, je ne veux pas être trop. Non, ça va, je peux parler. Je peux continuer? Faites quand même de façon à ce qu'à un moment. D'accord. Si vous avez une question. Bon. Quand on a vu le mouvement des Gilets jaunes, j'ai fait de la sociologie à la louche. J'ai pris le carrefour de Nevers, j'ai compté le nombre de Gilets jaunes qu'il y avait sur les tableaux de bord. Il y en avait 35. Carrefour de Bourges, 25. À cette époque-là, tous les week-ends, j'allais à Paris. Dans Bobigny, près du pont de Drancy, près de la mosquée, 12. Dans le 13e, 6. Pourquoi la Nièvre? Parce que la Nièvre, ça combine deux choses, l'extrême ruralité et la désindustrialisation. Et derrière
ce vote, il y a une question incontournable que saisit le RN, la question de la bagnole, la question des transports, la question du prix de carburant. Si vous êtes en ruralité, c'est la mort sociale de pas de voiture. Vous êtes dépendant de la voiture pour tout, pour faire les courses, pour aller chez le médecin, pour travailler. Parce qu'avant, l'emploi était relativement proche. Maintenant, c'est Nevers, c'est Bourges, etc. Donc, il faut réfléchir à ça. Il faut des mots d'ordre. Parce que le RN, lui, il est à fond pour la bagnole. Et bon, ouais. Mais il faut y réfléchir. Merci. On prend une question là. On te demande bien le téléphone. Oui, bonjour, moi aussi je vais être. Merci pour merci pour ces interventions et dire que je suis convaincue aussi, mais je vais aussi faire l'avocat du diable. Moi, je reviens de Cuba il n'y a pas longtemps, où est pratiquée une forme de sécurité sociale alimentaire. Et c'est un pays qui connaît aujourd'hui une faillite totale et la faim, vraiment. J'en reviens parce que j'ai vu les queues s'accumuler et j'étais quand même extrêmement choquée de voir que, par exemple, ils sont obligés d'importer des œufs, alors que c'est une terre extrêmement fertile, hein, qu'ils ont quand même mis en place tout un système, et qu'en fait, la base même de la survie alimentaire n'est absolument pas assurée et qu'ils sont obligés de tout importer. Il y avait des bateaux Attendez, donc moi, la question que je me pose, c'est comment comment faire en sorte. Alors, quand je demandais aux personnes pourquoi ils n'avaient pas de poules, par exemple, parce que c'est quand même simple d'avoir des poules, on disait, mais parce que si on a des poules, eh ben, on ne reçoit plus, enfin, on est dénoncé, comment, tout système de communiste. Donc voilà, la question que je me pose, c'est comment euh, euh, répondre dans ce système de sécurité alimentaire à une forme peut-être de non-investissement individuel. Enfin, je sais pas. Voilà, c'est. C'est particulier. Oui, bonjour à toutes et tous. Je rebondis tout de suite sur ce qui vient d'être dit sur la Nièvre. Je pense que je comprends ce que tu dis sur les gilets jaunes, mais peut-être qu'il y a aussi le devoir de la gauche et des écolos, c'est d'être aussi, c'est- sans prendre les gens pour des imbéciles, d'avoir un socle idéologique qui soit différent et qu'on n'ait pas peur de nos convictions. Euh, que je ne veux pas être long, c'est dans le livre à Clémentine. Tu parlais de la question de la bagnole et de l'essence. Pourquoi est-ce que les gens ont besoin de bagnole et de l'essence? Parce qu'ils sont de plus en plus loin de leur lieu de travail, parce qu'ils sont de plus en plus loin des services publics. Commençons par ça. Peut-être que effectivement, ça peut changer la logique. Par rapport à ce que vous avez dit, merci de vos interventions. Euh, il y a une question que je me pose. Enfin, Clémentine, tu parlais de la surconsommation, etc. Moi, il y a quelque chose qui me titille depuis très très longtemps. C'est l'impensée, me semble-t-il, de la gauche et des écolos par rapport au low cost. Au low cost. C'est-à-dire, c'est la logique que vous disiez, c'est on vous promet plus de pouvoir d'achat parce que vous aurez 20 paires de sandales ou alors une paire de sandales moins chère. Donc, je vais pas, j'aurais des tas de choses à dire là-dessus, mais je ne vais pas développer. C'est simplement, dans termes idéologiques, je pense qu'il faut reconvoquer la notion de pouvoir d'achat et le pouvoir de vivre. Souvent, le pouvoir d'achat, c'est un terme qui est complètement dévoyé et récupéré par le capitalisme et en particulier par toute l'industrie du low cost et du marché en ligne. Je termine là-dessus. On a juste une question technique. Il faut couper l'un des deux micros, sinon les gens ne nous entendent plus, en fait. Alors, moi, j'ai mis ma main dessus pour que C'est celui-là. Ben On non, attend. on va peut-être laisser celui-là de toute façon. Voilà, normalement, c'est bon pour prendre les questions. Voilà. Alors, on continue, pardon. C'était une femme? Mesdames? Voilà.
Merci beaucoup Clémentine Autain et Johan Chapoutot ouais. Merci beaucoup Johan Chapoutot et Clémentine Autain. Alors une question est donc à vos deux places. Donc, est-ce que savoir c'est pouvoir? Voilà, entre la réunion du politique et du chercheur. Voilà, comment vous répondriez à cette question? Vous avez évoqué, Johan Chapoutot, la question de l'enseignement du nazisme à l'école. Donc, j'imagine que ça vaudrait un large développement, mais si vous pouvez nous apporter quelques éclairages, comment devrait-on mieux enseigner le nazisme à l'école? Merci beaucoup. Moi, je voudrais revenir sur la question tu as évoqué d'ailleurs, Clémentine, de l'alliance potentielle de l'ensemble des forces de gauche et écologiques. Moi, ce qui me gêne beaucoup là-dedans, c'est que je ne vois pas le projet de société potentiel. Je vois bien des programmes, je vois bien des éléments ponctuels, mais je ne vois pas la vision de la société. Et de ce point de vue-là, je pense que le terme écosocialisme est plutôt un frein. Parce que socialisme, ça renvoie quand même à beaucoup de choses qui ne sont pas forcément toujours très positives. Je parle entre le socialisme réel et puis la trahison social-démocrate, je ne suis pas sûr que ça soit très porteur. Alors, l'écologie, souvent, hélas, elle est réduite au mot environnemental, alors que l'écologie politique, c'est une vision globale de la société. Et je pense qu'il faut plutôt se battre pour parler d'écologie politique et pas politicienne, même si c'est compliqué. Plutôt, et on le voit bien, y compris au sein du PS, il y a toute une partie, et pas la plus à gauche, qui aimerait qu'on parle d'écosocialisme. Mais quand on regarde ce qu'ils mettent dedans, on est très loin quand même d'une rupture, je dirais, avec le capitalisme, hein, bien au contraire. Donc, voilà, je crois que tant qu'on n'aura pas ce travail de fond sur la vision de la société, on se limitera, et c'est un peu un risque, à des éléments programmatiques. Alors, on va couper le son. Oui, on va prendre la question de Isabelle qui a levé la main. Isabelle, tu peux prendre ton micro? Oui, bonjour, Vas-y. vous m'entendez? Oui, Vous m'entendez? faut parler bien fort. Vas-y. Oui, bonjour. Donc, tout d'abord, merci à M. Couteau et à Clémentine Autain pour leur exposé. Moi, je vous écoute depuis là. Une question que, effectivement, on voit que le capitalisme, dans sa forme la plus aboutie, entre guillemets, peut mener au fascisme parce que c'est vrai qu'elle repose sur une extraction des ressources naturelles, sur un affaiblissement des corps eux-mêmes, puisque avec un certain esclavagisme des personnes et des ouvriers, notamment dans les chaînes de production. Quand même, le capitalisme a pu prendre d'autres voies, et notamment dans les pays scandinaves, là où je me trouve. Et pour revenir sur une notion qu'a exprimée Johan Chapoutot, notamment sur le darwinisme social, moi je réagis un petit peu en tant que scientifique donc qui a suivi des cours donc de biologie et qui est maintenant sur la biodiversité. Darwin n'a jamais voulu intégrer l'humanité et la société dans ce survival of the fittest. Au contraire, il a montré que la coopération pouvait mener était la meilleure adaptation des humains comme forme de société. Donc certains pays capitalistes, puisque la Norvège et la Scandinavie le sont bien entendu, ont pu mener à des sociétés beaucoup plus égalitaires. Est-ce qu'on doit jeter le bébé avec l'eau du bain? Est-ce qu'il n'y a pas des formes capitalistes qui pourraient devenir beaucoup plus... alors, je ne vais pas me faire la porte-parole de cette forme de société parce que je sens bien qu'il faut la changer. Hein. Les ressources naturelles ne sont pas illimitées et il faut vraiment qu'on change. Mais est-ce qu'il n'y a pas des formes intelligentes du capitalisme qui pourraient quand même s'adapter à une autre façon de vivre en remettant l'humain au milieu de la nature et pas au-dessus? Ou est-ce qu'il faut vraiment tout changer? Ou est-ce que tout capitalisme mène de toute façon à une forme de trumpisation du monde comme on le voit actuellement? Moi, ce qui m'interroge ici, c'est de voir l'anti-trumpisme, en tout cas en Norvège, qui se développe.
et où ils voient bien que c'est une impasse totale, mais sans pour autant rejeter leur forme de société, voilà, qui est quand même très égalitaire. Voilà, Merci c'est un Isabelle. peu mal posé Merci. comme question, mais je voulais vous entendre là-dessus. Erwan et Yves, terminez. Oui. Et par Alors, je vous Voilà, merci. Vous fermez les micros. C'est bon. Vous pouvez y aller. Oui, si tu veux, comme tu veux, c'est égal. Vraiment. Ça commence? Ok. Alors, je commence. Moi, je vais répondre à une partie des questions. Alors, déjà sur le terme, Yves, tu posais la question de éco-socialiste n'est pas un terme qui convient parce qu'il y a le mot socialiste. Moi, je pense qu'il y a à peu près aucun terme qui aujourd'hui convient. Si je te dis mon avis, parce que écologie, honnêtement, aujourd'hui, c'est extrêmement repoussoir hein, dans les catégories populaires. Donc, écologie ne va pas, socialisme peut renvoyer effectivement aux expériences de François Hollande, communisme, voilà, c'est les expériences de type soviétique. Donc, tous les mots qu'on a déjà utilisés et réutilisés, et même si on les réagence, en vérité, aucun ne va. Et écologie politique, je suis d'accord. Pour moi, écosocialisme et écologie politique, c'est très proche. En vérité, je pense que sur le fond, on met la même chose. Mais à échelle de masse, franchement, personne ne comprend. Je veux dire, savoir que l'écologie politique correspond justement à cette articulation dont je parlais tout à l'heure, typique d'André Gortz. Moi, franchement, je pense que là, on a perdu tout le monde. Hein. Donc, non, mais c'est vrai, il faut se dire les choses. Alors après, qu'on ait des débats entre nous, entre courants politiques pour avancer, chercher, sans doute qu'il faudrait un mot neuf digne du 21e siècle, qui n'est ni le socialisme, ni l'écologie, ni bon, pour dire le nouveau tout, qui doit aussi intégrer les questions féministes, l'anticolonialisme, l'antiracisme. Et pour l'instant, on n'a pas tout à fait ce mot un peu neuf. Donc moi, j'utilise celui-là par commodité, enfin voilà, parce que c'est celui qui est lié aussi à ma trajectoire politique. Mais je n'en fais pas du tout un fétiche. Je propose absolument pas que demain tout le monde utilise ce terme-là, en vrai, si je suis honnête. Hein. Donc, par contre, sur le projet de société, je pense quand même que c'est moins catastrophique qu'il y a quelque temps, où on avait plus d'écart et et moins de choses abouties qu'aujourd'hui en termes de vision de la société dans laquelle on a envie d'être. Je continue de penser que justement le terme de démarchandisation dont on parlait tout à l'heure, comme disait Johan, c'est la démarchandisation que moi je mets en positif avec l'esprit public, mais qui est en fait l'idée de faire reculer l'espace du marché dans nos vies et d'avancer vers la mise en commun et de répondre à la satisfaction des besoins de la population, c'est quand même quelque chose qui en fait dit un peu le sens dans lequel on a envie d'aller, hein, c'est-à-dire d'accroître le commun, et de faire reculer le marché. C'est quand même quelque chose d'assez fort en réalité et qui dit un peu la société dans laquelle on a envie de vivre. Par ailleurs, je trouve que après le XXe siècle, les deux courants historiques dont on parlait, je dis pas qu'ils vont pas se reconstituer, mais quand même, du côté révolutionnaire, l'idée d'un grand soir hein, où il suffit de prendre le pouvoir d'État et là, ça va bien se passer, a pris quand même un sacré coup dans la tête. Et de l'autre côté, la logique d'accommodement avec le libéralisme économique, on peut pas dire que ça a été merveilleux. Donc l'idée que, je parlais de Rosa Luxembourg tout à l'heure,
qu'on peut repenser, y compris ces deux catégories historiques qui, certes, sont là depuis 2 siècles et nous animent encore. Je ne vais pas raconter que ça ne nous anime pas, mais que l'assertion de Rosa Luxembourg qui était réforme ou révolution, on en arrive à réforme et révolution, est aussi une manière, après avoir articulé l'écologie et l'apport du socialisme, communisme, enfin, de ce courant-là. Ça, c'est quelque chose de très important, mais moi, je pense que l'articulation et la tension entre réforme et révolution nous permet d'avancer des stratégies politiques qui sont très différentes. Parce que quand on est au pouvoir, si on n'a pas une stratégie révolutionnaire, c'est-à-dire une pensée révolutionnaire, ça veut dire une vision d'une autre société, je pense qu'on fait rien. Et en revanche, si on attend qu'il y ait une révolution pour agir, en fait, c'est pas possible. Et puis par ailleurs, les révolutionnaires, moi je dis mon avis, on sait si on est révolutionnaire quand il y a une révolution. C'est ce moment-là où on voit si on est des révolutionnaires. Parce que le reste du temps, bon, bah, c'est facile d'être révolutionnaire, il n'y a pas de révolution. Donc on n'en sait rien ce que tu fais quand il y en a une. Bah, moi, franchement, comment on dit là, c'est au pied de qu'on voit au pied du mur qu'on voit le maçon. Bah moi pour moi c'est au pied de la révolution qu'on voit le révolutionnaire. Donc voilà. Donc je pense qu'on est on est dans un moment où il faut aussi repenser cette articulation entre réforme et révolution. La bagnole, bah moi alors peut-être j'ai pas été assez claire, mais c'est précisément à la question que tu poses que tout à l'heure je tentais de répondre. C'est-à-dire euh, c'est pas par la taxe carbone sur le diesel qu'on va s'en sortir, et davantage avec des mesures qui sont le ticket climat, l'investissement dans les transports du quotidien, le fait qu'on ne fait pas comme là, le Paris-Clamecy, là, pas très loin, ils veulent le supprimer. Enfin, je veux dire, c'est délirant. Là, ils prévoient de supprimer le Paris-Clamecy. Qu'est-ce qu'ils croient? Il y a un habitant de Clamecy qui disait, mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est faire monter le vote de l'extrême droite. En fait, ils ont décidé de faire monter l'extrême droite à Clamecy. C'est quoi d'autre? Quoi d'autre? Donc, je pense que dans notre discours, effectivement, il faut qu'on trouve ce qui permet de fédérer et là encore aussi une fois, de ne pas s'attaquer au mode de vie qui, là en plus, est un mode de vie contraint. Si tu n'as pas de bagnole à Clamecy, c'est sûr que la vie est quand même extrêmement compliquée. Bien sûr, non mais bien sûr, ou là, ici, à la Charité-sur-Loire, enfin bref, on va pas faire le détail, mais je pense on s'est compris. Quant au low cost, moi je suis d'accord. Ah ben il est parti. Il est parti, mais je trouve que c'était une bonne question. Alors moi, je mène surtout la bataille sur le pouvoir d'achat, que je mène depuis très 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 longtemps, puisque j'ai des souvenirs de discussions avec certains leaders dont je tairai le nom de gauche. Quand j'avais commencé à dire ça, je m'en étais pris plein la gueule, qu'il fallait arrêter de parler de pouvoir d'achat. En plus, je trouvais que les deux mots, il n'y avait rien qui allait, ni pouvoir ni d'achat, tout ça ne me plaît pas du tout. Donc, il faut qu'on trouve d'autres manières de l'exprimer, mais que enfermer dans nos mots un imaginaire qui est celui de l'achat, ah ben revoilà Jean-François, est délirant. T'es parti acheter des choses sur Internet, en fait. Voilà. Là, moi, je le dis franchement, je pense que le pouvoir d'achat, ça ne va pas du tout. Ça ne peut pas faire partie du vocabulaire de la gauche. Le pouvoir vivre, oui, ça, ok, dans la dignité, etc. Le reste à vivre, qui est aussi la vraie question aujourd'hui, d'ailleurs, plus que les salaires. Je pense que plus que les salaires, la question, c'est le reste à vivre. Parce que si tu augmentes les salaires, mais qu'il n'y a plus d'accès à la santé, que décidément, il n'y a pas de transport, que pour le logement, c'est encore plus cher, bon, c'est une course sans fin, en fait. Parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir vivre correctement. Donc, si tu as une lutte contre la spéculation immobilière, que tu es capable d'investir dans le logement social, que l'accès à la santé, il est correct, que tu peux avoir une alimentation grâce à la SSA à un prix raisonnable, etc., etc., bah, la question du salaire, elle se pose pas tout à fait de la même manière. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ont parfaitement conscience. Je ne dis pas qu'il ne faut pas augmenter les salaires, hein. Je suis pour augmenter les salaires, que les choses soient claires. J'ai pas de problème avec ça. On augmentera les salaires si on arrive au pouvoir, il n'y a pas de sujet. Mais je pense que cette revendication, cette proposition est relativement pauvre, l'augmentation des salaires en termes justement de vision de la société. Pour moi, l'augmentation des salaires, elle ne raconte pas la société dans laquelle on a envie de vivre. Le pouvoir d'achat ne raconte pas la société dans laquelle on a envie de vivre. Donc il faut qu'on trouve, au contraire même, ça nous en éloigne. Donc il faut qu'on trouve des idées, des concepts qui disent davantage la société dans laquelle on a envie de se projeter. Je te laisse. Je me prenais à rêver qu'on ait un éminent spécialiste du pouvoir d'achat qui est Christophe Castaner, qui s'est reconverti dans Shein, comme vous le savez, et qui aurait pu effectivement, alors lui, bon, voilà, ça fait partie de ces gens qui ne lisent pas, ne réfléchissent pas, ne pensent pas, etc., et qui sont vraiment à la fois des symptômes de l'époque et des rouages d'aggravation, en fait, hein, par leur
action ou leur action néfaste dans une économie désastreuse qui est celle de la fast fashion en l'occurrence. De ce point de vue-là, je sais que le président de la République avait été outré que l'on osât lui poser la question euh, lors d'une interview, mais pourtant la question se pose, hein. Il y a une affinité élective entre extrême centre, extrême droite, fast fashion, dégénérescence morale et dégradation géophysique. Enfin, tout cela se tient. Et justement, pour répondre à plusieurs questions qui ont été posées et qui finalement se rejoignent, la question de monsieur, la question de madame également sur l'enseignement de l'histoire du nazisme, vos observations sur le pouvoir d'achat. Il y a un cercle vicieux entre extrême centre et extrême droite. L'extrême centre a une politique libérale autoritaire, néolibérale, d'extraction de la valeur par une monétisation généralisée. Le néolibéralisme, c'est aussi ça, c'est parler de pouvoir d'achat, c'est-à-dire être victime de catégories qui ne sont pas celles d'un cerveau normalement constitué, raisonnablement universaliste et humaniste. Voilà. C'est la marchandisation généralisée alors, de nos vies, puisqu'on va gérer nos amours, on va gérer notre vie, hein, comme si la gestion était l'alpha et l'oméga de la pensée humaine, hein. De ce point de vue-là, comment dire, la nécrose par ce type de vocabulaire, de pans entiers de notre vie sociale, de notre vie personnelle, est désastreuse, hein. N'acceptez jamais qu'on parle de gestion, hein, ou de gestion des ressources humaines. Moi, quand j'ai reçu pour la première fois, pour signer mon PV d'installation de fonctionnaire à l'Université de Grenoble, une convocation d'un GRH, je suis tombé de ma chaise. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Hein, je ne suis pas une ressource, fût-elle humaine, et par ailleurs, je ne suis pas objet de gestion, puisque la gestion, c'est du quantitatif, c'est pas du qualitatif, et j'ai vaguement la prétention d'être du qualitatif plutôt que du quantitatif. Donc, vous avez une volonté généralisée de monétisation qui va gagner, là encore, par nécrose, hein, des pans entiers, par proximité, par de la vie sociale, l'éducation nationale que l'on va détruire pour dire regardez ça marche pas, ce serait formidable si on privatisait. D'ailleurs ça tombe bien, il y a Jean-Michel Blanquer et puis d'anciens recteurs qui se sont investis désormais dans l'économie d'enseignement privé. Ils ont des solutions en kit, toutes prêtes par la numérisation, etc. Ça va être formidable. Idem pour la santé, hein, c'est du point de vue d'un fonds de pension américain, l'hôpital et la sécurité sociale est une aberration à faire disparaître, évidemment. Il y a là un gisement de profit absolument délirant. Moi, je m'en suis aperçu quand j'étais opéré un jour pour une fracture de la cheville en Suède, à la suite d'une conférence. J'ai reçu une facture de 16 000 euros. Voilà. Bon, ensuite, ça a été couvert évidemment par la sécurité sociale, mais le coût des opérations, le coût de la médecine, c'est ça. Et ça n'échappe pas évidemment à des gens qui voient dans ces pans entiers qui échappent à l'économie de marché, parce que ça a été socialisé de fait par la sécurité sociale, des gisements incroyables, non pas de croissance, mais pour le coup de profit. Donc cette logique-là, c'est une logique qui va détruire non seulement l'État-providence, ça va de soi, mais aussi l'État tout court et les services publics en général. Et ce que vous disiez, monsieur, là, ça résonne immédiatement, puisque pour venir ici, je viens du Jura, en l'occurrence, où j'ai enfin ma maison de famille, et où j'ai vu de décennie en décennie tous les services publics fermés jusqu'au guichet de la gare. Alors il y a encore un train, mais alors jusqu'à quand la région ne tient qu'à un fil, hein, en l'occurrence un fil ferroviaire qui est sur le point d'être coupé à l'automne vraisemblablement, hein, après avoir fermé de proche en proche tous les services et les services ferroviaires. Donc, comment faire pour combattre cela? Rappeler, tout simplement enseigner et rappeler que la France disposait de 60 000 kilomètres de voies ferrées dans les années 30, qu'on n'en a plus que 30 000 et que donc M. Farandou s'apprête à en sacrifier un tiers supplémentaire. C'est-à-dire que là, un tiers du réseau ferré serait susceptible d'être fermé pour des raisons évidemment de coûts, de bonne gestion, de profit, etc., etc. Donc on va fermer les lignes du quotidien et continuer dans cette fuite en avant qu'est le tout TGV, parce que c'est là que comment dire, la rentabilité est maximale. Parce que vous comprenez, les petits TER ou les petites lignes vicinales de campagne ou de montagne, ça demande un investissement trop important et donc ça réduit le profit. Expliquer également que l'extrême droite, et ça vaut pour le nazisme, comme ça valait pour le fascisme, comme ça vaut aujourd'hui pour toutes les extrêmes droites, on en a un exemple absolument caricatural avec le Big Beautiful Bill qui a été signé par le président Trump hier,
avec une volonté de prédation généralisée des plus pauvres pour un transfert de fonds vers les plus riches, hein, par une politique fiscale et sociale absolument cul par-dessus tête. Mutatis mutandis, on a la même chose en France depuis 2013-2014, hein, la politique de l'offre, qui consiste à dépenser à fond perdu de l'argent public sans contrepartie, sans conditionnalité, au profit d'industries privées et au prétexte d'un ruissellement dont on attend toujours le début d'une réalisation. Hein. Souvenez-vous du 1 million d'emplois promis par M. Gattaz. Hein, c'était il y a un siècle et demi, hein, sous François Hollande. Évidemment, ça n'a pas été le cas. Eh bien, rappelez que l'extrême droite, c'est toujours ça. Et c'était le cas également avec le nazisme dans les années 30, c'est-à-dire parfois un discours qui se veut social, mais de basse flatterie, mais qui en réalité aboutit à une politique qui est toujours favorable au capital. Toujours. Parce que les responsables de l'extrême droite viennent des élites patrimoniales, j'insiste sur patrimoniales, parce que quand je branche ma télévision pour regarder un plateau de morts-vivants, là, je n'ai pas vraiment l'impression d'écouter des élites, si vous voulez. Je ne vois rien d'élitiste, rien d'excellent, rien de formidable dans le discours de ces gens-là, d'une Nathalie Saint-Cric à un Barbier, en passant par tous les, comment dire, les zombies de plateau qui ne travaillent pas, sont incompétents et qui tiennent un discours affligeant d'un point de vue intellectuel et j'ajouterais moral. Donc les élites patrimoniales, hein, les élites patrimoniales qui sont toujours en osmose avec l'extrême droite parce qu'elles financent l'extrême droite, parce qu'elles ont bien compris que l'extrême droite était de leur côté et que dès lors, avec l'extrême droite au pouvoir, toujours ou jamais, il n'y aura de politique sociale, de réelle politique sociale. La seule compensation que l'extrême droite offre, ça valait pour le nazisme, comme ça vaut pour Trump, comme ça vaut pour Bordella, Le Pen, Milley, etc., ou Mélanie, c'est que l'ordre social ne va jamais changer. Je reprends le terme de darwinisme social. Effectivement, Darwin ne voulait rien de tout cela. On parle par facilité de darwinisme social pour parler du spencerisme, c'est-à-dire cette idée selon laquelle l'ordre social est un ordre naturel et que rien ne va changer. Qu'il y a le roi de la jungle qui s'appelle Bernard Arnault, qui doit tout à son génie. Alors, on oublie au passage les financements publics et les prédations diverses et multiples, fiscales et sociales. Bref, mais vous avez un ordre social qui est un ordre naturel qui ne va pas changer. Donc, vous êtes un petit blanc merdique, vous allez le rester. Par contre, on va vous offrir plus soumis que vous, plus dominé que vous, et vous allez pouvoir rétablir un ordre naturel à la fois sexuel, patriarcal, parental, patronal ou social, où vous aurez beau être dominé et humilié par Bernard Arnault et celui qui dit que vous n'êtes rien, et qui est le premier magistrat de l'État, paraît-il, mais par contre, vous aurez de quoi compenser cela par une domination que vous allez exercer sur ce que vous voulez, l'homosexuel, le juif, le noir, l'arabe, votre épouse que vous allez pouvoir à nouveau cogner, puisque MeToo, il y en a marre, etc., etc., etc. Vous voyez? Donc, la proposition de l'extrême droite est toujours une proposition compensatoire par défaut, qui n'est jamais une proposition de mutation de l'ordre social, que cet ordre social, il est bon, il est voulu soit par la nature, soit par Dieu, au hasard ou au choix, parfois par les deux, mais et tout cela n'aboutit à aucune amélioration de vie pour la masse de la population, bien au contraire. Donc, rappelez cela, le marteler et tout simplement argumenter. Au fond, à gauche, une des caractéristiques de la gauche, on le disait tout à l'heure, c'est respecter, on va dire, le savoir, l'intelligence, la raison. Eh bien, soyons rationnels. Rappelons qu'on a perdu la moitié de notre réseau ferré depuis 1935. Rappelons que la fermeture des services publics s'est accélérée depuis la fin des années 70 et l'avènement du néolibéralisme et que tout cela nourrit l'extrême droite et que l'extrême droite ensuite va prétendre pallier cela alors que pas du tout. Elle n'en fera rien, elle n'en a jamais rien fait dans l'histoire et elle ne changera pas. Regardez et rappelons, là aussi, c'est factuel, la manière dont M. Bardella changeait parfois d'une heure sur l'autre le discours et le programme supposé du RN ou du FN d'un point de vue social et économique pour répondre aux demandes du MEDEF et pour répondre aux objurgations de l'extrême centre qui disait que ce n'était pas raisonnable d'un point de vue économique. Voilà. Rappelons ça factuellement, concrètement et rationnellement, faire de l'éducation populaire et essayer d'informer au sens réel les gens et leur vote.
Merci beaucoup. Je crois que nous arrivons au moment de la conclusion et notre spécialiste de la synthèse et de l'ouverture vers les perspectives à venir s'appelle Erwan, à qui je passe la parole. Merci Claire. Merci à vous deux, vraiment. Au-delà du fait qu'on on se connaît, on s'estime et on se lit un petit peu, on s'écoute les uns les autres, je pense que ça fera une bonne conclusion à ce cycle qui a démarré il y a 18 mois, qui a donné lieu à une première mouture, qui donnera lieu dans quelques semaines à une deuxième mouture de ce que l'on se raconte. Je vais être assez rapide pour la conclusion. Je le sais, quand quelqu'un dit ça en général, c'est qu'il va être long, mais je vais essayer de le faire. On est passé par un certain nombre de choses ces derniers mois en termes d'explication de ce qui est en train de nous arriver, puisque c'est bien de ça dont on parle. On parle de ce qui est en train de nous arriver. Une fascisation, et j'utilise moi aussi ce terme de néo-fascisme, parce que je crois qu'il y a quelque chose de nouveau, mais quand même quelque chose de très ancien, et de, je dirais même d'avant le fascisme, quelque chose de, et tu l'as très bien remis en perspective, il y a dans cette façon de voir le monde, de voir les sociétés et l'ordre qu'ils appellent nouveau et qui est en fait un ordre très ancien, à mon sens, il y a une façon en effet de faire ce que le fascisme a mis à jour au début du XXe siècle, mais qu'on a retrouvé dans les années 1880, qu'on a retrouvé dans d'autres pays à d'autres périodes. Parce que cette fascisation des esprits, pourrait-on dire, on en parle nous depuis 2 ans, un certain nombre de personnes ont écrit sur le sujet, moi-même, mais beaucoup d'autres. Il y a là-dedans, et je crois qu'il faut le dire une bonne fois pour toutes, quelque chose antisocial, d'abord et avant tout. Le but du jeu, pour ces gens-là, c'est d'abord de casser toute forme de société, au sens sociologique et aujourd'hui écologique, c'est-à-dire toute forme de civilité. Chez les Belges, on dit vous êtes bien civil, vous êtes bien urbain, pour dire à quelqu'un qu'il est gentil et qu'il est agréable, de bonne compagnie. Et je pense qu'on peut reprendre l'antienne Trump, pardon, non pas Trumpiste, mais punk de Trust, le groupe de hard rock Trust, qui parlait d'antisocial. Et je pense qu'ils avaient compris que nous étions dans un moment qui allait devenir antisocial, et le libertarisme, les libertariens, c'est exactement ça. C'est chacun se fait son bunker dans son coin, parce qu'en fait, et merci de le rappeler, Johan, merci de le dire à mi-mot dans tes livres aussi, Clémentine, en réalité, ces gens-là sont en train de créer le chaos auquel ils veulent eux-mêmes échapper, en considérant qu'ils sont l'élite, tu l'as dit, patrimoniale, l'élite financière, l'élite qui ne mérite pas d'être l'élite parce qu'en fait, ils n'ont rien lu, ils n'ont rien compris, sauf une chose, c'est que l'homme est plus qu'un loup pour l'homme, il est un homme pour l'homme, et que eux vont s'en tirer, eux et les leurs vont s'en tirer. Donc ils sont en train de nous mener une guerre, une forme de guerre, une guerre sociale et écologique. Ils décivilisent ce qui avait été construit patiemment par des siècles de réflexion, de pensée, de mise en commun. Moi, je suis sociologue de formation. Je vois bien qu'avec Dominique Méda, au moment du Covid, rappelez-vous, il y avait 5 fonctions essentielles. Eh bien, dans notre société, ces fonctions essentielles sont celles qui gagnent le moins. Et rien que ça devrait nous alerter gravement sur ce que ce capitalisme-là, et il peut y avoir des formes améliorées de capitalisme à petite échelle, mais le capitalisme global, et tu l'as bien rappelé, je pense, va plutôt vers ça. Moi, je pense que on arrive à cette conclusion et on va s'appuyer là-dessus. Il y a donc un chaos. Ils sont clairement